moi, je voudrais quand même par rapport aux auteurs absolument contemporains, est-ce que véritablement il y a un renouveau de la pensée taylorienne actuellement? C'est une des questions que je me posais. Ou bien est-ce que finalement, il y a d'autres champs d'interrogation qui préoccupent les chercheurs? Alors, la recherche, pour le coup, est plus orientée sur une question d'essayer d'expliquer ce qu'on observe et d'avoir un intérêt sur la pratique. Le courant est beaucoup moins normatif qu'au moment taylorien. En gros, on explique plus qu'on dit ce qu'il faut faire. On essaie de comprendre ce qui se fait plutôt que de dire ce qu'il faut faire. Ce qui est quelque chose dire ce qu'il faut faire est plus le résultat de l'observation des effets de ce qu'on se fait et de ce qu'on compare a posteriori. Pour le coup, il y a une recherche plus positive que normative. D'accord. Moi, j'ai une autre question qui est arrivée ici, sur la question qui rejoint notre dernière interrogation, sur la perméabilité entre la vie professionnelle et la vie familiale. Est-ce que finalement, on ne va pas retrouver cette même perméabilité qu'il y avait chez les ouvrières des métiers à tisser au XVIIe siècle, pour lesquels je pense que le temps était quand même très perméable entre l'éducation des enfants, tous les travaux domestiques et ces travaux-là? Alors, tout à fait. C'est une vraie question, je pense, et ça va se poser. Ce qui est difficile, en fait, à percevoir, c'est que il a été vécu assez mal, en fait, par les ouvriers, le fait de repartir, de partir travailler directement sur les horaires parce que c'était perçu comme une forme d'oppression. Et paradoxalement, le fait de revenir travailler chez soi a également été perçu comme une pression parce que tous les outils technologiques, les mails, les conférences, etc., ça a amené parfois à avoir une forme d'invasion du professionnel sur le privé, une difficulté à préserver une vie privée, mais une vie privée, vie personnelle, etc. Mais finalement, c'est la même chose quand on se retrouvait coincé le soir à devoir rester 19h, 20h, 21h. À Dauphine, on a certains étudiants dans certaines entreprises où il peut y avoir des moments où c'est extrêmement prenant et on se retrouve effectivement à avoir aussi cette pression. Et finalement, c'est toujours une forme d'emprise, mais qui n'est pas de même nature. Dans un cas, elle est physique au sens où on est au travail. Il faut arriver à en sortir. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir une vie privée? Comment est-ce qu'on fait en gros pour partir à l'heure? Dans l'autre cas, c'est comment est-ce qu'on fait pour se dire soi-même chez soi, si on n'a pas la pression de la pointeuse, etc. Bon, mais maintenant j'arrête et je pars travailler. Comment est-ce que j'instaure une séparation entre les deux? Il y a une dimension quand même extrêmement culturelle dans le fait de rester longtemps sur le lieu de travail, parce que si on compare avec d'autres pays d'Europe, l'Allemagne par exemple, il n'y a pas du tout cet aspect de celui qui partira plus tard. Tout le monde part à 17h, 17h30, ça me paraît tout à fait normal. Et celui qui reste plus longtemps est d'ailleurs considéré comme quelqu'un qui n'a pas eu le temps de finir son travail dans le temps imparti. Tout à fait, mais il y a même aux États-Unis, au Canada, oui, ce rapport est très français pour le coup. Absolument. Une autre question sur le problème de l'éclatement, c'est une question très, très fondamentale, de l'éclatement du collectif dans le travail à distance et ce problème de l'innovation et de la créativité qui est quand même lié à l'échange avec les autres. Est-ce qu'on ne risque pas d'appauvrir les entreprises en termes de créativité si chacun continue à travailler chez lui devant son écran d'ordinateur? Non, effectivement, c'est un vrai risque sur la question de la créativité et sur le lien social. Il y a des choses extrêmement simples. Je pense qu'on l'a toutes et tous expérimenté depuis 1 an et demi. Il y a des fois, il y a des choses, mettre un mail ou aller voir quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Et sur la créativité et sur ça, il y a des choses qu'on ne prendra pas le temps de faire un mail, on ne prendra pas le temps de dire une idée en l'air, comme ça, un point de départ de ce qui peut être une créativité. Oui. Et on est sur place, etc., on prendra le temps d'aller le faire. Ce que vous dites, c'est penser aussi au problème de gestion des conflits. Parce que les échanges strictement numériques peuvent entraîner des conflits et des conflits avec des boucles positives, alors que le présentiel permet parfois de désamorcer un certain nombre de conflits. Comment est-ce qu'on pourra désamorcer les conflits en distanciel uniquement? Enfin, il n'y aura pas, je pense, de distanciel uniquement, mais comment est-ce qu'on peut désamorcer les conflits? Ça, c'est une vraie question sur lesquelles ça reste encore un champ très, très ouvert. Là-dessus, on est, je crois, au début de l'interrogation. C'est un peu le sens, effectivement, du passé éclairé le présent. Ça va poser des questions de nature. Par exemple, une des grandes faiblesses qu'avait la manufacture éclatée, qui a expliqué le passage au modèle de l'usine, c'est le fait qu'il y avait un manque de contrôle quand on apportait, par exemple, du tissu. Comme il n'y avait pas de relation salariale, il n'y avait pas de pouvoir d'expliquer comment faire et que ce n'était pas un peu urgent d'avoir une commande à venir livrer. Donc, finalement, le dirigeant se retrouvait dans une situation où il était dépendant quelque part de l'ouvrier. Alors que dans une relation d'usine, pour le coup, où vous aviez un contremaître qui passe derrière et qui dit vous devez faire ça dans tel ordre, tel ordre, tel ordre,
eh bien, on n'avait pas ce type de problème. Donc, effectivement, on a des problématiques nouvelles et des fois des reformulations de vieilles pratiques qui vont revenir. Alors, oui, il y a Florence qui nous signale quand même, nous dit dans l'organisation des grandes usines, il y avait aussi une dimension technique qui était la dimension de l'énergie. Parce qu'il fallait de l'énergie et il fallait regrouper, donc, il fallait regrouper près des rivières au départ avec un système de poulies qu'on a tous connu sur certaines images, et après les machines à vapeur et l'électricité surtout a permis un travail répartis de façon différente, mais il ne faut pas oublier non plus, merci Florence pour nous le rappeler, cette dimension technique tout à fait. Dans la création des usines sur un lieu unique, en général donc près des rivières. Enfin, il y avait vraiment une espèce de contrainte technique qui n'est pas à négliger, indépendamment de la dynamique propre du capitalisme. La question concernant le non-salarié management plateforme. Oui, alors on a une question que je vais reformuler sur le non-salariat. Et en effet, le développement des nouveaux modes de travail, comme l'économie des plateformes, tout ce qu'on a comme Uber, Deliveroo, enfin, tout ce qui est cité par la personne qui nous pose la question. Vous voulez intervenir là-dessus sur la modification du travail Oui, ben, tout à fait. Ça pose une question. Enfin, ça pose beaucoup de questions, pas qu'une seule d'ailleurs. Beaucoup de questions, mais finalement, c'est la liberté qu'a le travailleur et c'est la frontière de ce qu'est l'entreprise. C'est-à-dire à partir de quel moment on est un travailleur indépendant et à partir de quel moment est-ce qu'on est un salarié. C'est-à-dire quand on est un travailleur indépendant qui travaille pour une seule structure avec une interdiction de travailler pour d'autres structures, ça devient limite, ça devient compliqué de venir dire qu'il n'y a pas un lien tel. Et effectivement, c'est à la fois un problème de droit, c'est aussi un problème de management, puisque c'est une façon d'imposer à des catégories qui finalement n'auraient pas d'autres possibilités de trouver un travail, un emploi déguisé sous cette forme-là. Mais là aussi, il me semble qu'il y a toujours dans ces moments d'histoire de capitalisme, ça peut fonctionner ce système-là à partir du moment où il y a des populations suffisamment pauvres qui n'ont pas d'autre alternative. Dès l'instant que des populations ou ce type de population s'enrichit, il y a une forme de pression qui va apparaître économiquement pour venir proposer un contrat de travail pour venir les attirer. Le contrat de travail, c'est aussi une façon au 19e siècle, là aussi je pense que l'histoire peut éclairer ce type de questions-là, de venir attirer des ouvriers pour travailler à l'usine, de venir leur dire, vous allez venir travailler, ça va être plus intéressant et on va arrêter de venir uniquement vous rémunérer à la journée. Alors, il a fallu du temps, on est arrivé à la fin des 30 Glorieuses pour avoir un salaire mensuel pour des ouvriers comme pour des employés de bureau, mais tous les avantages en nature comme les jardins ouvriers, etc., ce sont des avantages qui sont progressivement concédés et on voit qu'il y a quand même une dynamique juridique d'abord via de recours, de structuration de personnes qui sont tous dans des plateformes Uber, Deliveroo, etc., qui contribuent à apporter des formes de néo-syndicalisme. Ford, déjà, avait payé beaucoup mieux ses ouvriers que dans les autres usines. Pour les attirer, c'était une rupture tout à fait importante. Une autre question qui nous est posée porte sur la légitimité, finalement. Est-ce que le travail à distance, on repose la question weberienne, est-ce que ce travail à distance ne va pas réinterroger la légitimité du manager ou des chefs dans les entreprises ? Oui, effectivement, ça va forcément réinterroger la légitimité du chef, parce que quand il y a un contact quotidien, on voit le chef, il y a toute une série de choses qui sont visibles, c'est-à-dire qu'il y a l'exemplarité du chef, il y a le fait de voir qu'il arrive, qu'il est impliqué, etc. Quand on est sur le distanciel, il y a beaucoup d'autres choses qui vont être plus difficiles sur le pouvoir hiérarchique à venir faire passer. Et effectivement, la question de la légitimité, pour le dire autrement et de façon beaucoup plus triviale, quand on a vu son chef en t-shirt, alors qu'on le voyait tous les jours en costume, cravate, etc., parfaitement. J'y pense parce que par ailleurs, moi je suis dans des départements plutôt en travaillant avec le cabinet d'audit, etc., où il y a un usage de chemise, cravate, veste. Bon, si vous me voyez aujourd'hui, j'ai une chemise, etc., je n'ai pas mis, Hervé, contrairement à vous, de veste, mais pas été jusque-là, mais je ne suis pas venu en t-shirt, etc. On n'a pas de cravate non plus, ni l'un ni l'autre, mais il y a quand même un rapport aux vêtements, à la posture, etc., que le télétravail va faire. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on a des formes de politesse qui apparaissent, de même que le vêtement, ou porter un certain vêtement avec une forme de politesse par rapport aux personnes. On a des formes de politesse avec le télétravail qui sont apparues. Par exemple, mettre ou pas sa caméra, c'est devenu un signal. Tout à fait. Quand on est tous dans une réunion et qu'on vient écouter, ne pas mettre sa caméra, c'est une forme d'usage.
quand on discute à 2 ou 3, etc., ne pas mettre sa caméra, ça devient vite compliqué. On sent bien que tout le monde l'a intégré, que c'est compliqué. Oui, c'est les nouveaux usages qui peuvent être en place. On peut se demander d'ailleurs s'il ne va pas y avoir un nouveau clivage qui va se mettre en place entre les travailleurs qui peuvent télétravailler et ceux qui ne le peuvent pas. Oui. Ça, c'est une vraie question. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de métiers, assez nombreux d'ailleurs, pour lesquels il n'y a pas de télétravail. Et je ne parle pas uniquement des métiers d'entretien des locaux, par exemple. Ce sont des métiers, il y a beaucoup de métiers où il n'y a pas de télétravail. Et donc, ça peut-être réinterroger aussi ces métiers où on est obligé d'être présent pour exécuter un certain nombre de tâches. Là-dessus, je crois qu'on est encore sur une interrogation qui est assez ouverte. Et il y a un champ considérable d'interrogation et de recherche. Et je pense qu'on aura certainement l'occasion d'y reparler dans nos entretiens futurs. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je vous propose que ça. Un mot de conclusion, Pierre. Merci beaucoup pour cette très gentille et très aimable invitation. J'espère que voilà, nous, on était très contents il y a quelques années. Puis je venais juste de prendre mon poste. Cet intérêt de l'histoire et de la pédagogie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est porteur de choses originales. On a moyen de créer, d'incarner le management à travers l'image. On a moyen aussi, je pense, de l'incarner dans des spécificités régionales, me semble-t-il. Je n'ai pas forcément, j'essaie de le donner avec 2-3 exemples de lieux, mais chaque région, on mentionnait Michelin sur l'Auvergne, etc. Je pense qu'il y a des entreprises emblématiques. J'aurais pu parler de PSA en Franche-Comté. Il y a vraiment des moyens d'incarner dans des histoires qui sont vraiment des choses qui peuvent être impactantes pour des élèves. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui mérite d'être fait. Oui, je partage ce point de vue. Je trouve que c'est très intéressant quand les professeurs peuvent justement prendre des exemples locaux qui touchent beaucoup les élèves. C'est bien de travailler sur les grandes entreprises, sur les GAFAM, etc., mais travailler sur des structures de proximité, je pense que ça a aussi un impact pédagogique important. La deuxième remarque que je voudrais faire, et je vous remercie de votre intervention, c'est de travailler dans une approche historique. Parfois, on a tendance, en gestion en management, à oublier un peu quand même qu'il y a une histoire des faits, il y a une histoire des théories, et qu'on ne comprend les concepts que si on le resitue au moment où ils ont été créés, à un moment où il y a eu un débat théorique, et à un moment où il y avait un état de l'économie, un état des relations de force entre les acteurs de l'économie qui était donné. Et ça, je pense qu'on doit tous garder à l'esprit que le management, ce n'est pas intemporel, ça suit des évolutions, et que pour bien expliquer à des publics, pour bien transmettre ce que c'est que le management, il ne faut jamais oublier cette dimension historique et de dater les auteurs et les événements. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos questions. Merci à vous.